David et Sébastien sont les chroniqueurs de cet épisode 340, un épisode dans lequel nous allons parler de Apple et de Windows, mais pas dans la même news. On va aussi parler de FPGA et d'intelligence artificielle. Ce sont deux sujets qui d'habitude vont aussi souvent ensemble, mais là encore une fois, ça ne sera pas dans la même news. Les Raspberry s'offrent 64 bits, et 64 bits c'est beaucoup, c'est Sébastien qui nous expliquera ce que ça change. On parlera aussi de Russie et de CNIL. Si vous aimez les bingo, acronymes ou buzzwords, alors prenez un papier et un crayon, car il y aura de l'ADN, du FPGA, la CNIL, les crypto-monnaies, de l'AI. On les couvrira tous. C'est le dernier épisode en principe, sans Marc, puisqu'il revient la semaine prochaine, si tout va bien. Vous retrouverez un épisode normal la semaine prochaine des technos avec la vidéo sur YouTube et tout et tout. Et à propos de vidéo, merci à vous qui avez laissé des commentaires plutôt sympathiques sur YouTube. Marcel Explorer, Blueman et un autre Sébastien. Un Sébastien, j'en ai un sous la main, ça tombe bien puisque c'est Sébastien et David qui seront chroniqueurs aujourd'hui. Messieurs, bonsoir. Salut, ça va? Bonsoir à tous. Bonsoir, on enregistre cet épisode jeudi soir. Il y a Seb qui se réveille. Oui, faisait une petite sieste dans le canapé. Voilà, c'est des choses. On est vendredi matin ici. Et vendredi matin pour toi, David, qui est en Thaïlande, toujours bon à rappeler également. Entamons l'abécédaire. C'est pas facile à prononcer. Entamons l'abécédaire. Un abécédaire qui commence à la lettre A, une fois n'est pas coutume. A comme ADN pour créer le portrait d'un individu à partir de son ADN. David, explique-nous ça. C'est bien ça. Donc, c'est une société qui s'appelle CoreSight AI, qui est une filiale de la société israélienne d'intelligence artificielle Cortica, qui se propose de développer, qui développe un système qui pourrait générer un modèle de visage à partir de l'analyse d'ADN d'une personne. Cette société est déjà une société qui est spécialisée dans la reconnaissance faciale, avec une solution qui s'appelle ce système-ci, il l'appelle DNA to Face, donc ADN vers un visage. Il y a peu d'informations précises qui sont disponibles pour cette solution qui semble sortie toute droite, sortie d'un film de science-fiction, pour la raison que ils ne veulent pas donner d'informations à la presse pour des raisons confidentielles, ou alors peut-être tout simplement qui n'ont peut-être pas non plus suffisamment d'avancement que pour montrer ne pas se tirer une balle dans le pied. Ouais. Oui. Maintenant, c'est aussi une hypothèse qui est quand même fort plausible que c'est confidentiel, parce que le conseil consultatif se compose d'un ancien directeur de la CIA et d'un ancien directeur adjoint du FBI, et c'est une solution qui serait évidemment pour les gouvernements. Oui. Ça fait un peu froid dans le dos quand on imagine les applications possibles. On va parler plus tard de DeepMind, d'intelligence artificielle. On a déjà parlé plein de fois dans ce podcast de deepfake. Ça veut dire qu'avec un de tes cheveux, on recrée ton image et à partir de là, on crée des vidéos de toi qui fait quelque chose. Ça donne pas envie. Oui. C'est génial pour les gosses. Ça fait... Savoir à quoi il va ressembler. Si pendant des années, tu vois, t'as ton bébé, tu dis à quoi il va ressembler, C'est génial, j'achète. Non ? Ou pour les jeux vidéo, pour avoir ton avatar parfait dans les jeux vidéo. Ouais. Ouais, mais ça, maintenant, tu fais un scan, tu veux pas prendre ton ADN. Non, juste, il faut de la technologie pour faire l'image. Ouais. Je suppose que tu dois envoyer le cheveu quelque part. David, tu voulais rajouter quelque chose, pardon? Oui, ce n'est pas la première société qui prétend mettre en place un système pareil. D'ailleurs, pas mal de scientifiques sont assez sceptiques sur cette nouvelle technologie. Il y a quelques années, une société, c'était Human Longevity, avait publié un article qui démontrait comment elle avait pu prédire tout un tas de traits physiques, donc morphologie du visage, la couleur des yeux, couleur de la peau, la taille, le poids. Le poids, oui. Mm-hmm. Comme si le poids était le même à tous les stades de la vie. À partir du génome de plus de 1000 individus, et ils avaient prétendu avoir réussi à pouvoir reconnaître 8 personnes sur 10 parmi l'échantillon.
Maintenant, leur étude a été un petit peu démontée par d'autres sociétés et d'autres scientifiques, disant qu'en fait, bon, leur technique n'utilisait pas le génome entier, utilisait des mesures techniquement erronées et qui en fait n'identifiaient pas vraiment personne. Il y avait la chasse aux subsides. Et de convaincre les actionnaires de mettre de l'argent dedans. Et finalement, il y a rien qui en est sorti de ce projet-là. Une autre société, par contre, avait développé là un système qui avait plus de sens. C'était Parabon Nanolabs, qui en fait faisait des snapshots basés sur l'ADN et qui donnait toutes des caractéristiques de phénotype, donc avec une certaine marge de confidence, comme par exemple dire, voilà, l'individu a 30% de chance d'avoir les yeux bleus et 70% de chance d'avoir les yeux verts. Il a autant de pourcents de chance d'avoir tel trait et autant de pourcents de chance d'avoir un autre trait. Là, ce sont des pourcentages, ce sont des statistiques et là, ça a nettement plus de sens. Et ce logiciel-là avait réussi à pouvoir identifier des gens recherchés par la police en recoupant justement ces probabilités. Si on dit qu'il y a 30% de chances qu'il ait les yeux verts et 70% les yeux bleus et qu'il y a que 2 suspects qui ont les yeux bleus, on peut déjà dire qu'il y a plus de chances à ce soit eux. Et là, ça avait permis de donner un résultat. Voilà. Intéressant et ça fait peur. Mais c'est vrai que la plupart des données morphologiques de ton visage et pas uniquement la couleur des yeux et des cheveux est présente dans ton ADN. Donc sur papier, pourquoi pas ? Je suis pas scientifique, biologiste, mais c'est les applications qui en sont possibles qui font un peu peur, non ? Oui, alors, pour la petite histoire drôle, mais après bon, il faut. Il y a une boîte américaine assez connue, 23andMe, qui fait des tests génétiques depuis des années. Peut-être même pas loin d'une dizaine d'années. Alors, ils ont aujourd'hui déjà fait plus de 12 millions de tests génétiques. Donc, en fait, ils te font un profil pour te dire d'où viennent tes ancêtres, effectivement, c'est les yeux, machin, etc. Et quelques traits, après, tu peux exporter ton ADN qui a été séquencé pour le taper dans d'autres moteurs qui vont te dire tous les traits réels, enfin tous les génomes qui sont connus, tous les gènes connus, pour savoir si t'es malade, si tu as un risque pas si tu es malade, si tu as un risque potentiel de tel ou tel truc que tu dois surveiller parce qu'il y a effectivement une série de maladies génétiques. Et, tout ça pour dire quel était le côté drôle. On l'a fait, ma compagne et moi, et ma compagne a un gène que je ne sais même pas qui existait, mais il y a un gène pour les fortes poitrines. Donc, tu vois. Et tu l'as ? Non, moi non, mais elle, oui. Et donc, tu vois, parfois un test génétique, c'est intéressant. Tu vois. Donne-moi un cheveu, je te dirai si effectivement il y a une chance de vivre. Si t'as un gros nez ou si t'as un gros pied. Ouais. Le portrait des individus à partir de l'ADN. Mais c'est... désolé. Non, vas-y. Je disais, c'est en effet un gros problème de vie privée, c'est un problème éthique, juridique, et ça me fait un peu penser à ce film de science-fiction où ils prédisent le futur, parce que bon, si on commence à faire l'analyse génétique et de générer un modèle de visage, on va pouvoir, Minority Report, c'est bien ça. Pouvoir prédire qu'en fait on va disjoncter mentalement et on va nous mettre en prison sous notre profil génétique à l'avance pour protéger, pour nous protéger de nous-mêmes et protéger notre entourage avant qu'on ait fait quoi que ce soit. C'est le genre de choses qui pourrait arriver. Combinaison d'ADN, de DNA et de scénaristes d'Hollywood. C'est comme la CNIL. La CNIL, c'est quoi ? Ils interdisent ou ils estiment que Google Analytics est illégal en Europe. C'est Sébastien qui a la nouvelle. Ouais. La CNIL, tu connais pas la CNIL ? Non, je blaguais. Mais peut-être rappeler quand même, c'est quoi la CNIL ? Oui, c'est l'acronyme de quoi, CNIL Commission nationale d'informatique et liberté. Ah, voilà. La liberté pour Google, c'est fini. Alors, elle a été saisie comme quasi toutes les autorités. RGPD, il y a une autorité par pays. Chaque autorité est compétente pour son pays en Europe. Mais après, quand on a une autorisation avec l'une, bien, c'est le principe. On peut agir dans toute l'Europe
c'est son autorité qui est compétente. Mais chaque autorité peut décider de sanctionner l'une ou l'autre société s'ils en ont envie, mais en général, ils se réfèrent à l'autorité nationale, sauf que ici, on attaque une société américaine, donc fondamentalement, tout pays européen peut se dire bah, ce que eux font est illégal. Donc, ils ont été saisis, la CNIL, mais donc tous les autres États membres ont été saisis par un activiste bien connu maintenant qui s'appelle Max Schrems. Pas le nom le plus facile à prononcer. Donc c'est un Autrichien. Un Autrichien assez jeune, hein, il a 34 ans, le gars, et effectivement, il a déjà quelques succès à son arc et à son actif, et donc il y a effectivement eu un arrêt Schrems 2 de la Cour européenne, la Cour de justice de l'Union européenne en 2020 qui invalidait le Privacy Shield. Le Privacy Shield, c'était un règlement qui disait les Américains, c'est un pays qui est suffisamment sûr que pour pouvoir y transférer des données, etc., etc. Donc il n'y a pas de problème. Si c'est des données qui vont aux États-Unis, ben, on considère qu'ils ont le même type de protection que si vos données étaient stockées en Europe. Et lui, il a dit bah non. Parce qu'il y a toute une série de lois américaines qui font que nos données ne sont pas protégées aux États-Unis comme elles le sont en Europe. Et donc, sur base de ça, effectivement, il a interpellé toutes les autorités en disant Google Analytics, c'est gentil, mais ils envoient toutes nos données et beaucoup de données sur les comportements aux États-Unis. Ça pose un problème. Et la CNIL, ils n'ont pas fait ça tout seuls, hein, ils ont discuté avec tous les autres instances européennes, comment les données étaient collectées, qu'est-ce qui était collecté, qu'est-ce qui était envoyé à Google aux États-Unis. Et sur base de toute l'enquête, ils se sont dit, en fait, aujourd'hui, Google Analytics ne respecte pas la loi en vigueur en Europe, et donc on ne peut pas utiliser Google Analytics en Europe. Donc ça a été publié il y a quelques jours à peine, c'est un peu chaud, je pense pas que Google ait déjà réagi sur le sujet. Alors la CNIL n'a pas encore non plus fait de recommandations sur les systèmes qu'il considère respecter la vie privée des utilisateurs en Europe. Mais c'est un coup assez dur vis-à-vis de Google, parce que voilà, Google Analytics c'est un des outils, c'est pas le seul, mais il n'y en a quand même pas des millions, ils ont tout rasé avec les années. C'est un des outils les plus utilisés aujourd'hui par tous les webmasters pour savoir qui vient d'où, qui va où et qu'est-ce qu'ils font sur leur site. Donc voilà, c'est un des plus utilisés. C'est un service qui permet d'analyser le trafic sur une page web. C'est une petite librairie à inclure dans une page web qui collecte des tas d'informations sur ton navigateur, sur toi, et qui envoie ça à Google pour faire des beaux dashboards et des beaux graphiques pour les webmasters. Mais ce faisant, ils envoient quand même pas mal d'informations. Et c'est vrai que dans le contexte d'informations personnelles, c'est pas uniquement ton nom, ton adresse email, mais ton adresse IP, etc. Les caractéristiques de ton navigateur, la taille de l'écran, l'OS, la version d'OS, etc. Et ça permet assez facilement de faire un fingerprint de qui tu es. Hein. C'est ça, de t'identifier parmi une cohorte, même si on ne sait pas que c'est moi, mais au moins on reconnaît que c'est la même personne d'une fois à l'autre. Ça va être intéressant de voir la réaction de Google. Je suppose qu'ils ont une armée de juristes qui tournent sur le sujet aussi. Pour le moment, c'est une mise en demeure qui demande au site web d'arrêter d'utiliser Google Analytics. C'est pas encore un avis de la Cour européenne, donc je ne sais pas comment ça marche entre la CNIL et les tribunaux. Mais la CNIL a quand même autorité pour mettre en demeure. Alors, je ne sais pas comment c'est en France, mais en Belgique, l'APD, anciennement la Commission, avait un pouvoir aussi fort qu'un pouvoir judiciaire. Donc, si il constate que c'est illégal, c'est illégal. Et si tu n'es pas d'accord avec la décision, c'est à la société qui effectivement a été condamnée, doit aller en justice. Et là, un juge va dire que la décision est invalidée ou valide. Mais sinon, de base, ils peuvent tout à fait dire que c'est illégal et imposer des amendes. Ils en ont la possibilité. Donc leur pouvoir est assez large et justement totalement autonome par rapport aux instances judiciaires et administratives que pour pouvoir faire respecter les lois, parce que ils doivent aussi le faire respecter vis-à-vis des instances administratives pour que tout soit... C'est un peu comme si on avait un quatrième pilier, les trois piliers qu'on connaît. Des pouvoirs qu'on connaît. David. Oui.
Oui, moi je trouve que c'est aussi une catastrophe pour tous les commerçants e-commerce qui dépendent de cette plateforme pour faire leur campagne publicitaire et qui, eux, n'ont pas accès aux données qui peuvent identifier leurs visiteurs. Ils vont perdre un outil, enfin si cela se fait, ils vont perdre un outil qui leur permet de vivre. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ça, c'est la question. Quelles sont les alternatives? Est-ce qu'il y a des alternatives européennes? C'est comme quand on dit il faut utiliser des logiciels européens, c'est gentil, mais quelles sont les alternatives européennes qu'on peut utiliser? Je ne les connais pas. Je ne sais pas si vous deux, vous en connaissez. Non, mais l'autre solution pour Google, c'est comme les discussions des dernières semaines, c'est de ne pas transférer, c'est de faire effectivement un Google Analytics.eu ou un truc comme ça qui, effectivement, a le même service. Ça aura un coût, parce qu'ils font une deuxième infrastructure. Mais c'est soit ça, soit c'est un moyen de faire pression vis-à-vis des États-Unis aussi, parce que c'est ce qui pose problème, c'est une loi spécifique réellement aux États-Unis qui donne un accès à tous les services américains à toutes les données de n'importe qui sans les prévenir, y compris si c'est une société américaine qui stocke des données en Europe. Donc même le fait que Google stocke les données en Europe serait fondamentalement encore un problème parce que c'est une société américaine et donc si la NSA demande à Google de donner les données, ils doivent les donner. Il y a des sociétés cloud, et je ne vais pas rentrer dans le débat parce que je suis jugé parti ici, qui ont des termes contractuels, des clauses contractuelles en plus spécifiquement pour encadrer le transfert des données vers les États-Unis légalement et qui ont été reconnues par la CNIL. Donc il y a moyen de s'en tirer par une pirouette juridique qui est approuvée par les reconnaissances, par les autorités européennes, à voir si Google voudra appliquer ce genre de clauses sur leur contrat, tu sais, les fameuses terms and conditions que personne ne dit jamais quand on commence à utiliser un service. Petite question de curiosité pour David, est-ce que le débat données personnelles est aussi sensible en Thaïlande qu'il est en Europe, en France, en Belgique, en Allemagne? Pas du tout dans la même proportion. On en parle parfois un petit peu, mais on en parle un petit peu parce qu'en fait, vu qu'on en parle en Europe, il faut en parler ici aussi. Il y a quand même des nouvelles, mais bon, ce sont des brèches de sécurité, comme par exemple, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a eu une grande chaîne d'hôpitaux, si on peut dire ça, qui s'est fait hacker. Il y a eu des millions de profils de patients et toutes les données personnelles qui ont été volées. Mais apparemment, elles ont plutôt été volées par des employés de l'hôpital qui ont été les vendre à quelqu'un qui leur a offert quelque chose. Ouais. Il y a un truc, il y a la Thai Personal Data Protection Act qui, en fait, apparemment, c'est un copier de la GDPR. Les collègues se sont dit, bon, on peut s'emmerder. On va faire quelque chose de Oui, non, ils ont un truc comme ça ici, mais je veux dire, on en parle très peu. Les gens ne sont pas conscients de ça et monsieur tout le monde ici, ça les intéresse pas et voilà, c'est... Maintenant, si on en parle un peu plus dans les journaux, là, ils vont peut-être commencer à s'exciter et dire... Mais pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Sujet suivant, j'allais dire lettre suivante, mais non, on reste à la même lettre, c'est toujours la lettre C. Sujet suivant, c'est toujours Seb sur la crypto, la Russie qui s'ouvre finalement un peu plus à la crypto. Ouais, donc ils ont fait un petit coup dont David a vu aussi il y a quelques semaines où le Bitcoin et toutes les cryptos ont dévissé d'un coup parce que la petite dame de la banque centrale russe a dit nous on veut interdire la crypto et bon voilà, comme la Chine l'a fait, elle le faisait tous les 6 mois, la Russie l'a fait très longtemps, une fois oui, une fois non. Donc là c'était un peu ça, hein, dit non en fait il faudrait l'interdire, c'est que pour des vilains truands et tout le bazar. Le ministre a réagi en disant ouais enfin bon c'est quand même pas si facile il faut quand même reconnaître à la Russie là-dessus que ils sont plus rapides que nous. Un qui dit blanc, l'autre noir, et le président russe dit bon allez les gars, faut quand même se mettre d'accord. Et en quelques jours, tout le monde se met d'accord. Et donc le gouvernement et la banque centrale ont trouvé un accord. Et l'accord
finalement pas si mauvais que ça, hein, c'est une question de point de vue, c'est qu'ils considèrent Bitcoin et toutes les autres cryptos comme étant des monnaies classiques, et en les reconnaissant comme monnaie, ils y ajoutent une contrainte de de déclaration si tu fais des versements de plus de 600 000 roubles. Donc si tu fais un versement alors ça fait environ $8 000, ça va faire 6 500, 7 000 euros. Si tu fais un versement d'une telle somme, bien tu dois le déclarer. La Russie doit savoir que tu as fait un versement de autant en temps pour éviter tout circuit de blanchiment ou de crime organisé ou que sais-je. Donc tout doit être tracé. Fondamentalement qu'un pays comme la Russie demande à ce que tout soit tracé pour ses concitoyens, c'est pas pire que ce qui se passe en Europe. En Europe, nos comptes sont ouverts à toutes, en tout cas en Belgique. Le secret bancaire a été complètement levé. Les instances, nos gouvernements ont accès à tout ce qui se passe sur nos comptes depuis peu. Donc, voilà, même un euro dépensé à l'épicier du coin, ils savent qu'on a été le dépenser. Donc, ma foi, oui, mais ils y ont accès, hein, et ils les récupèrent de toute façon de facto. C'est pas maintenant, ils doivent même plus demander quoi que ce soit. Ils ont les données de base, et tu n'en es pas plus informé que ça. Donc ici, effectivement, voilà, c'est un mouvement dans la bonne direction, parce qu'effectivement, ils considèrent que c'est de toute façon pas plus possible de l'interdire. Donc maintenant, il faut l'accepter. Ça fait un peu penser aux histoires. On disait effectivement qu'il y a quelque chose de nouveau. D'abord, effectivement, tu le railles parce que hein, tu t'en moques, et puis tu essayes de le combattre, et puis finalement tu l'acceptes. Et donc on est un peu dans cette troisième phase. On l'a raillé pendant des années. Et maintenant il y a pas mal d'États qui le combattent, et puis finalement il y a une acceptation à certains moments, et on est un peu là, et si certains l'acceptent comme des États comme la Russie, on n'a pas tellement le choix que de suivre. Hein. Ça va être difficile d'être interdit en Europe ou aux États-Unis dans ce sens-là. Et là aussi, on est plus sur une fiscalisation que sur une interdiction. La régularisation plutôt que l'interdiction. La dernière phrase du site web que tu as lié, et je rappelle que les notes sont les liens sont dans les notes du podcast, donc allez lire, c'est en anglais, mais la dernière phrase dit que Vladimir Poutine supporterait des efforts pour réguler le secteur des crypto-monnaies, ce qui est quand même assez surprenant. Oui, et pas juste le secteur des crypto-monnaies, même le secteur du minage. Donc, qui est un secteur qui a été un peu décrié pour des causes environnementales, interdit en Chine. La Russie dit oui, même ça, il faut l'encadrer. Donc c'est positif. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de remettre ça dans un contexte géopolitique plus large, puisque avec la crise ukrainienne, il parlait il y a quelques semaines de sanctions contre la Russie, de sanctions possibles, et une des sanctions dont j'avais entendu parler à l'époque était la déconnexion de la Russie du réseau SWIFT, du réseau de transactions financières. Donc SWIFT, c'est une ASBL en Belgique qui fournit aux banques, qui appartient aux banques, et qui fournit aux banques un réseau international. Tous les transferts d'argent entre banques passent par le réseau SWIFT, enfin la plupart en tout cas. Tout passe par la Belgique. Je n'ai pas dit que les machines sont en Belgique, mais le siège de SWIFT est tout près de Bruxelles, à La Hulpe. S'ils se font déconnecter du réseau international monétaire SWIFT, est-ce qu'il n'y aura pas une opportunité justement de rentrer par le Bitcoin? Alors, il y en a une, mais alors de mémoire, c'est pas les premiers. Je pense que la Chine travaille aussi sur des systèmes concurrents à SWIFT pour essayer effectivement d'enlever cette dépendance occidentale aux paiements internationaux. La Russie s'y intéressait aussi. La banque centrale, je pense, russe, dégage pas mal parce que historiquement, toutes les banques centrales ont pas mal de dollars. Elle réduit ses réserves en dollars pour amasser des cryptos. Il y en a, ça se fait calmement et doucement dans la plupart des banques centrales. Oui, clairement, c'est un pied de nez aux hégémonies américaines, parce que l'américaine et l'Europe sur SWIFT, mais c'est le dollar finalement aujourd'hui qui est dans tous les échanges internationaux. C'est un problème pour les États-Unis si demain on abandonne le dollar dans la plupart des échanges internationaux et qu'on passe sur un autre type d'échange comme un Bitcoin ou un autre. Donc
politiquement, oui, c'est un gros problème derrière pour certains pays si ça passe. Qui arrange certainement la Russie, effectivement, de passer sur un autre système. Mais d'un autre côté, aujourd'hui, le système interbancaire, il a un problème. Il fonctionne très bien en Europe, parce que tu fais un virement de Belgique en France ou en Espagne, quoique en France, c'est quand même parfois encore un peu compliqué les virements internationaux. Ils doivent aller souvent dans les agences. Pour la Belgique, ça a toujours été hyper simple. Je fais un virement n'importe où en Europe, c'est fait dans la journée. Mais je dis bien dans la journée, c'est pas fait dans la minute. Et si on veut quelque chose de rapide, on doit payer des frais qui sont tout de suite assez importants. Et tu as une banque, c'était Revolut, qui a fait un coup de pub il y a quelques mois en disant j'ai payé des fournisseurs qui étaient extra-européens. Et je les ai payés en Bitcoin parce que le transfert en Bitcoin, c'était quelques minutes. Et transférer de l'argent, c'était beaucoup plus compliqué et beaucoup plus cher. Et plus cher. Ici, si tu transfères 1 million en Bitcoin, ça va te coûter 20 centimes. Et c'est fait en 5 minutes. Et de l'autre côté, t'as pas le risque d'avoir un problème sur le cours non plus, parce que de l'autre côté, on le retransforme tout de suite en monnaie fiat. Donc, t'as pas cette problématique de risque sur le cours, et en même temps, tu as quelque chose qui est hyper rapide d'un pays à un autre. Donc, quand tu vois ce qui est possible en crypto, tu dis, ouais, il y a peut-être un problème avec le réseau bancaire, en fait, aujourd'hui. À repenser le réseau bancaire international. David, un avis avant de reprendre le sujet suivant? Je trouve que c'est une demi-victoire en Russie, dans le sens que ils criminalisent les transferts non déclarés de plus de $8,000. Maintenant, si c'est des transferts qui se font via un échange, ça revient à un système centralisé où les échanges doivent connaître leurs clients et déclarer tous les transferts qui se font. Mais le but du Bitcoin était quand même de décentraliser et que chacun puisse avoir son wallet chez lui, sur son ordinateur. Et dans ce cas-là, quelqu'un qui fait un transfert de plus que $8,000 devient un criminel. Ce n'est pas comme une banque où on veut faire un transfert qui dépasse la limite et où on va dire « Ah, mais attendez, là, il faut signer des papiers, il faut que vous nous donnez des justificatifs, etc. » Ici, il y a personne qui empêchera de faire le transfert. Et si on vient retracer le transfert jusque chez soi, on se retrouve en prison ou quelque chose comme ça. D'autant plus que les transactions Bitcoin, l'adresse IP d'où ça a été fait n'est pas écrite dans la blockchain. Donc, qui est-ce qui dit qu'on était bien en Russie au moment qu'on a fait le transfert? Voilà, c'est une demi-victoire pour moi. Ouais. Si je peux juste répondre sur ce point pour le sujet, si tu regardes dans les pays européens, si tu fais un virement de 10 000 euros, déjà c'est pas courant, parce qu'il faut une bonne raison pour. Je vais pas faire des courses et claquer 10 000 euros, à part pour acheter une bagnole cash si jamais j'ai plein de cash. Les virements de telle somme sont rares. Alors l'équivalent de $8,000 en Russie, c'est pas un pays qui a un pouvoir d'achat qui est beaucoup plus grand qu'en Europe, très loin de là. Donc, c'est une somme qui est quand même importante pour monsieur. Je pense pas qu'on touche beaucoup de Russes qui vont faire des transferts réguliers de plus de $8,000. Donc, et en Europe, si tu fais un versement de 10 000 euros d'un compte à l'autre, ça paraît transparent pour nous parce qu'on le fait sur la banque, c'est passé. Mais il y a toute une série de voyants qui s'allument à ce moment-là dans les banques. Tu as toute une série de petits gars qui surveillent derrière en disant OK, il a fait 10 000 euros, mais d'où ils viennent et à qui il le verse, et tout ça est contrôlé. Et si effectivement il y a un mouvement qui ne leur plaît pas, ça remonte, la banque le dénonce au CETIF en Belgique, qui est un organe qui a été créé pour lutter contre le terrorisme et qui n'a jamais trouvé un seul terroriste, mais par contre qui emmerde beaucoup les gens là-dessus. Les fraudeurs fiscaux. Les fraudes, voilà. Et dès qu'eux reçoivent le dossier de la banque, ils renvoient ça à la police judiciaire qui te convoque gentiment pour expliquer pourquoi tu as versé 15 000 euros à monsieur machin. Qu'est-ce que c'était, pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris, on voulait savoir. Et si la banque ne le fait pas, la banque devient responsable. Donc toutes les banques dénoncent dès qu'il y a quoi que ce soit où ils ne savent pas justifier. Bien, c'est pas tout ça leur tourne. Sujet suivant.
AMD qui est prêt à sortir 35 milliards pour du FPGA. C'est quoi du FPGA, David ? FPGA, c'est Field Programmable Gate Array, ce qui veut dire en français réseau de portes programmables. Et donc, en effet, AMD va s'offrir Xilinx, qui est une société qui produit des FPGA. Et contrairement à Nvidia qui n'a pas pu racheter ARM, ici, la nouvelle d'aujourd'hui, c'est que le deal se fait. AMD a tous les feux verts des régulateurs aux États-Unis et en Chine pour acheter Xilinx pour 35 milliards de dollars. On parle même que la transaction va s'élever à plus de 50 milliards en effectif de dollars et sera signée le jour de la Saint-Valentin. Donc ça c'est tout frais. Sinon, l'article sur lequel je suis tombé cette semaine, qui était avant, c'est cette nouvelle d'aujourd'hui, c'était un peu de dire qu'est-ce que c'est que ces FPGA et pourquoi est-ce que ce deal se fait. Les gens connaissent plus les processeurs maintenant parce que ça on en parle beaucoup. Mais les FPGA, qu'est-ce que c'est? Donc, les FPGA, ce sont des processeurs qui ne sont pas figés. Ce n'est pas l'électronique qui est figée. Donc, contrairement à un microprocesseur, un CPU ou à un GPU, un processeur graphique ou des ASIC, donc des processeurs spécialisés pour faire certaines tâches, le FPGA est une puce qui peut faire tout et n'importe quoi, et qui peut être programmé à l'infini. Ça se compose en fait de différents blocs logiques, des blocs d'entrée-sortie, des blocs mémoire, des DSP, donc pour convertir pour faire du traitement de signaux, des interconnexions. Et derrière ça, quand la puce est mise sous tension, elle va chercher des informations dans une puce mémoire qui est sur le côté, qui contiennent en fait le schéma. Et en fait, le schéma, ça dit voilà, je veux construire un CPU. Hein, on peut construire un CPU sur un FPGA. Et je veux construire un circuit qui va faire la reconnaissance vocale. Je veux construire un circuit qui va faire la compression vidéo. Si on veut, on peut décider que le FPGA, pendant 1 heure, il va servir à faire de l'encodage vidéo. L'heure suivante, il va se transformer pour un mineur de Bitcoin. L'heure d'après, il va se transformer pour devenir un CPU pour une console, un CPU d'une console rétro. Il y a des plateformes comme ça basées sur FPGA, dont le Mister FPGA qui permet d'implémenter toutes des consoles rétro, hein, des Commodore 64, des Super Nintendo. Oui, Commodore 64, c'est pas une console, c'est un ordinateur. Mais bon, ordinateur et console. Donc voilà, c'est très flexible et ça ne se programme pas comme un processeur où on a des instructions qu'on dit voilà, tu fais telle opération mathématique, tu comptes ci, tu comptes ça. Ici, c'est un langage de description de hardware, donc c'est en quelque sorte une manière de mettre par écrit comment un circuit électronique doit fonctionner, et ça implémente ce circuit électronique en fonction de ce schéma. Donc ça n'a absolument rien à voir avec une programmation classique, mais c'est ultra pointu et intéressant. Et on se dit, oui, les processeurs, il y a des processeurs qui coûtent $10, il y a des processeurs qui coûtent $5,000, comme des Xeon, ou même $10,000 pour les modèles haut de gamme. Ici, un FPGA, ça peut aller de 1 à 100 000 euros l'unité. Ah ouais. Donc, on parle de plages de prix très grandes.
Ils ont battu des records de nombre de transistors. Bon, ce qui est l'absolu dans les nombres de transistors, ce sont les puces mémoire. Bon, là, c'est quelque chose de différent. Ce n'est pas des circuits. C'est pas le même genre de circuit. Ici, on parle de 35 milliards de transistors à la mi-2019 pour le modèle le plus haut de gamme Xilinx. Et Intel a battu ce record par après avec 43 milliards. Et pour rappeler, Intel s'est payé Altera, qui était le compétiteur de Xilinx. Donc, Intel et AMD, qui sont en compétition sur les microprocesseurs, maintenant vont chacun avoir, ils vont avoir les FPGA chacun. Leur FPGA, oui. En fait, AMD ne rachète pas une technologie ou des brevets, il rachète une société qui fabrique des processeurs FPGA, c'est pas la même, et donc pour se remettre à niveau en matière de compétition avec Intel, comme tu viens de le dire. Je connaissais les FPGA pour la programmation de réseaux neuronaux, c'est très utilisé. Je savais pas qu'il y avait des plus petits FPGA qu'on pouvait retrouver jusque dans des consoles de jeux. Tout ça, c'est très bien expliqué dans l'article que tu as lié. Sébastien, le FPGA, tu as déjà programmé? Non, jamais. J'ai beaucoup entendu parler, David, sur le sujet. Mais voilà, pas plus que ça. Je reste sur du x86 pour la plupart du temps, un peu d'ARM, mais non, peu. Par contre, je disais sur Xilinx, c'est pas n'importe quelle boîte, c'est ceux qui ont commercialisé le premier FPGA. Donc c'est une boîte qui est antique. Ils ont été créés en 1984. Donc c'est pas une start-up, hein. Ils sont 4000 personnes, 4500. Et la boîte a quasi 40 ans, quoi. C'est eux qui ont la plus grosse part de marché du FPGA. Donc, ce n'est pas quelque chose d'anodin comme rachat. Par contre, pourquoi ici c'est passé? Pourquoi ARM n'a pas pu être acheté par Nvidia? Ici, c'est une société américaine qui rachète une autre société américaine. Il y a peut-être un peu de ça. Ce sont les régulateurs américains et chinois qui ont dû donner leur feu vert parce que d'un côté, c'est la société américaine et de l'autre côté, les usines sont en Chine. Le feu vert a été donné. Est-ce que les FPGA, pardon, c'est pas un concurrent des GPU aussi? On positionne souvent Nvidia contre, les GPU d'Nvidia contre du FPGA? Non, les GPU ce sont des processeurs et c'est figé, c'est figé parce que un FPGA ne va pas pouvoir aller à une flexibilité, mais ne pourra pas aller dans les performances d'implémenter quelque chose de figé, que ce soit de point de vue thermique et d'un point de vue performance et de fréquence de fonctionnement. Mais d'un autre côté, par exemple, sur un FPGA, si on a autant de centaines de milliers de portes logiques et qu'on a envie d'implémenter, par exemple, un processeur qui a besoin d'un certain nombre de portes logiques, si c'est 10 000 et qu'on en a 100 000, on peut implémenter 10 processeurs sur le même FPGA. Et pour développer, pour développer un prototype avant de fabriquer un processeur, un ASIC, on implémente le design sur un FPGA pour voir si ça tient la route, pour le tester avant de faire une puce dédiée. Pour rajouter un dernier petit truc, au début du minage du Bitcoin, ça avait commencé sur les CPU et il y a les algorithmes qui sont passés sur des GPU qui étaient nettement plus performants et sur les FPGA, et les FPGA étaient nettement plus performants que les GPU pour ce qui était du minage de Bitcoin parce que ils implémentaient l'algorithme de SHA implémentation software et ils en créaient autant que possible sur leur FPGA et ça battait tous les records. Et puis maintenant, après ça, ils ont fait des puces ASIC, des puces spécialisées qui font que ça, qui elles, ont dépassé les FPGA parce que mais ça ne fait que ça sait rien faire d'autre. J'avais un truc à dire encore, tu m'as tout grillé. Seb, FPGA. Oui, FPGA. Tu voulais rajouter quelque chose? Oui, j'ai regardé l'histoire, c'est super intéressant l'histoire de la boîte. Parce que 84, et en fait, c'était des mecs qui venaient de Zilog. Vous avez déjà entendu parler de Zilog, vous les gars? Oui. Très long. Donc c'était une boîte qui avait été créée en 1974 par des anciens d'Intel
Et les gars se sont barrés de Zilog pour créer Xilinx quelques années après. Et pour terminer finalement chez AMD. C'est super drôle. Mais pour une fois sur le prix, parce que généralement les startups ou entreprises, ici on n'est plus d'une startup à 40 ans, qui se font racheter à ce prix-là, 35 milliards, on se dit c'est totalement hors de la réalité. Pour la première fois, je trouve que le prix est plus ou moins en accord avec ce que fait cette société, parce que son chiffre d'affaires, c'est quand même 3 milliards en tout cas en 2019, c'est 3 milliards, et elle faisait quasi 1 milliard de bénéfices par an, et ils ont un pactole de 18 milliards. Donc déjà, tu les rachètes 35 milliards, ils ont 18 milliards en caisse. Donc, et ils font 1 milliard par an. Donc, tu fais normalement sur x20, 15-20, c'est le prix de la boîte. C'est le réel prix qu'un investisseur financier ferait. Donc, pour une fois, ça se vaut. C'est rare. Parce que pour 35 milliards, faut y aller, quoi. Bien, merci, messieurs. Sujet suivant, la lettre G. G comme Google, et on parlait d'intelligence artificielle. Google revient avec DeepMind. C'est toujours David qui nous parle. C'est toujours moi. Oui. Donc, DeepMind, en effet, l'unité de Google spécialisée dans l'intelligence artificielle, travaille sur un système qui s'appelle AlphaCode. Voilà, ils avaient fait AlphaGo, qui était devenu le programme qui a atteint un niveau professionnel sur le jeu de Go. Ici, c'est AlphaCode. L'intelligence artificielle qui programme. Et donc, ils ont réussi à obtenir un score médian dans des concours de programmation qui sont organisés pour les nouveaux programmeurs. Donc, ce sont des concours qui demandent à un être humain de comprendre un problème qui est décrit en langage naturel, et puis de coder un algorithme de manière efficace qui résout ce problème. Et AlphaCode a réussi à obtenir un classement moyen parmi 54,3% de participants le mieux placés dans 10 concours de programmation qui en tout représentaient 5000 participants. Donc, ce n'est pas rien d'arriver à un niveau médian pour des concours de programmation. D'autant plus que, contrairement à tout simplement résoudre un problème mathématique, il y a toute la phase qui est de comprendre l'énoncé du problème. Donc, il faut analyser la description, il faut comprendre le problème à résoudre, et puis après, une fois que l'intelligence artificielle a compris le problème et ce qu'on voulait comme résultat, réussir à faire du code qui résout le problème de manière satisfaisante. Donc, les ingénieurs de Google ont réussi à entraîner une intelligence artificielle pour générer du code. Et tu dis, il faut arriver à comprendre l'énoncé. C'est pas le biais du système, ça qui vit. Est-ce qu'il faut pas un énoncé qui est tellement formalisé que finalement, tout l'effort, c'est plus coder, l'effort, c'est de formaliser le problème? C'est la plus grande, pour moi, c'est le plus grand défi. C'est de comprendre la description en langage naturel, qui est pas une simple phrase. C'est plusieurs paragraphes de texte, avec des détails narratifs, description de la solution souhaitée en termes d'entrée et de sortie. D'autant plus que les programmeurs qui doivent résoudre le problème doivent, en fonction du problème, choisir le langage qui est adapté. Donc, que ce soit du C++, du C#, du Python ou du PHP, certains problèmes laissent ouvert le choix du langage, et le programmeur doit choisir le langage qui est adapté pour résoudre le programme de manière efficace. Donc, c'est vraiment pas rien. Et je me demande, est-ce qu'on connaît les critères d'évaluation de la solution, l'élégance, il faut que ça marche évidemment, les performances, enfin voilà. Est-ce qu'on a une idée de comment c'est jugé?
C'est jugé premièrement, est-ce que le problème est résolu, oui ou non, ou dans quel niveau d'exactitude dans le résultat, la vitesse, si c'est un algorithme qui doit résoudre un problème mathématique, à quelle vitesse il est résolu, ou alors certaines contraintes. Bon, ici c'est pas le cas à mon avis, mais dans le passé il y avait des concours, c'était faire la démo, la plus belle démo qui tient sur 1 kilobyte en assembleur. Il y avait un jury derrière qui mettait un score, et ici il y a un score qui a été donné sur tous ces participants, et l'intelligence artificielle se retrouve dans la médiane des scores qui sont donnés, des scores qui sont définis sur plusieurs critères. Vas-y. Oui. Bon, pour le détail plus technique de l'intelligence artificielle, elle a été entraînée non seulement pour ce qui est du code source, donc il y a tout 715 gigas de code qui proviennent de GitHub, qui ont été utilisés pour entraîner l'intelligence artificielle, mais ça a été également entraîné sur tous des modèles de langage, de description d'algorithmes, et les résultats qui ont été faits en fonction. Donc, d'un côté, ça a analysé le code, mais ça a analysé aussi l'énoncé qui va avec le code. Et il y a un petit souci quand même, c'est que ça peut générer du code avec des faiblesses exploitables. Par exemple, s'il y a des vulnérabilités qui étaient non intentionnelles, mais qui ont été découvertes dans du code publié sur GitHub, si l'intelligence artificielle a réutilisé des parties de code, parce qu'apparemment ça réutilise des parties de code qu'ils ont vues à gauche, à droite, ces failles de sécurité vont être copiées par l'intelligence artificielle. C'est à ça que je pensais, 715 gigas pompés sur GitHub. Donc il y a quelques kilobytes de code à moi aussi là-dedans, la pauvre intelligence artificielle qui a dû apprendre avec mon code. Donc Seb, tu arrêtes d'engager des développeurs et tu vas acheter des serveurs pour faire tourner de l'intelligence artificielle? Non, parce que moi je veux des vrais gens qui réfléchissent, et j'avais fait une conférence il y a, je sais plus, 7-8 ans, avec des mecs qui faisaient de la peinture, de la poterie, etc. Pourquoi ? Parce que j'étais le seul tech dans le truc, et on avait passé une super soirée de conf, et quel était le sujet ? C'est que pour moi, le développement, c'est un art, qui est pour moi au même niveau que faire de la peinture, du dessin, etc. C'est un art. Les gars qui font du dev, si tu es stressé, tu fais pas du bon code, tu ne sais pas réfléchir de la manière, c'est la même chose, tu sais pas faire un beau tableau si t'es stressé, si t'es pas dans un environnement sain et positif, etc. Donc un jour, j'espère que ce sera reconnu comme un art, et qu'on publiera nos codes sources dans des tableaux, etc. Mais je ne désespère pas. Je pense que ça a élevé un rang d'art un jour. Maintenant, j'aurais dû relativiser un petit peu les choses, parce que bon, là, j'ai parlé de l'article tel qu'il a été présenté, mais bon, ce sont des concours pour des nouveaux programmeurs, des programmeurs sans expérience. Maintenant, être dans la moyenne d'un tel concours, ça ne veut pas dire que c'est bon, parce que si on regarde par exemple dans les études d'informatique à l'université, les 3 premières années, il y a entre 60 et 80% d'échecs. Donc, être dans la médiane, c'est être en échec. Être à 50%, c'est l'échec. Donc maintenant, si seuls les 20% meilleurs auraient réussi, on va dire, aurait été un programmeur acceptable, dans ces 20%, il y a peut-être que 10% de ces 20%, c'est-à-dire 2%, qui sont des très bons programmeurs. Donc voilà, il faut relativiser les choses. Sur le débat art versus data, c'est intéressant de voir comment l'industrie est en train de se positionner maintenant comme pour traiter du code comme de la donnée. Finalement, c'est du texte, c'est de la donnée, et on voit de plus en plus d'intelligence artificielle, soit qu'il le génère dans ce cas-ci, soit qu'il le corrige, faire du pair-to-pair programming ou détecter des failles de sécurité par analyse de code, plus de l'analyse syntaxique, mais vraiment de l'analyse statistique par des techniques d'apprentissage machine. Mais je reste d'accord avec toi, c'est
un code bien écrit qui est élégant, qui te donne satisfaction, qui est facile à comprendre, facile à lire, facile à maintenir, optimisé. Ça reste plus de l'art que de la technologie. Et je me dis, tiens, c'est marrant, dans cette industrie où on pense qu'on produit comme étant une forme d'art, alors que finalement, on produit beaucoup de lignes de code, et dans tous les domaines des autres industries, que ce soit dans l'aviation, le nucléaire, l'électricité, l'informatique, évidemment. Il y a un côté productivité aussi. Oui, mais la solution est un art. D'une certaine manière. C'est un bon débat pour le bac de philo cette année. Oui. Écrire du code, est-ce de l'art ou de la technique? Allez-y, vous avez 1 heure. Lettre suivante, M comme Apple, Mafia. Apple demande 27% des paiements en externe. On revient avec les paiements dans les apps sur Apple. Raconte tout ça. Oui, alors c'est une décision qui vient de nos amis hollandais. Donc nos amis hollandais ont condamné Apple sur le processus de paiement sur une application de rencontre. Donc les gars, on app sur un iPhone, ils disent moi j'ai pas envie d'utiliser le système d'Apple. J'y suis obligé, c'est pas juste, pas de concurrence, blablabla. Et les tribunaux ont dit, bah oui, effectivement, vous avez le droit d'utiliser un autre système de paiement si vous voulez que le système imposé par Apple. Ce qui ne fait évidemment pas plaisir à Apple, parce que c'est le principe. Hein. C'est d'ailleurs le résultat du combat avec Spotify, non? Oui, non, c'était pas que Spotify, c'était le avec jeu, avec le studio de jeu. Oui, celui-là. Oui, celui-là. Qui exactement. Celui-là même. Et donc effectivement, donc ils se sont fait condamner et Apple dit OK, pas de problème, vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez d'autre comme système tiers, sauf que au lieu de vous demander 30% de marge, ici, on va vous en demander 27%. Parce que on a le droit, parce que c'est contractuel et donc vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez d'autre, mais une fois que vous avez fait le paiement, vous êtes prié de nous dire ce que vous avez fait comme paiement sur cet autre système et nous payer les 27% de commission. En gros, c'est ce que faisait probablement peut-être Apple, sa marge sur le paiement. C'est ce qu'ils ont dû pouvoir calculer. Ils disent, voilà, ça c'est ce qu'on perd, donc tu nous le fais. Ils disent, c'est écrit gentiment dans nos conditions générales. De toute façon, tu les as acceptées. C'est obligatoire. On revient toujours avec cette même discussion là-dessus. Et c'est parce que on va s'assurer que tout est fonctionnel sur notre plateforme, que tout est bien, que tout machin. Donc tu dois les payer, quoi qu'il en soit. Et si tu ne nous donnes pas les informations, nous avons un droit d'audit. Et donc, nous viendrons avec nos avocats et nos auditeurs dans ta société pour regarder tes comptes et savoir ce que tu fais comme argent sur notre plateforme pour que tu payes tes 27%, etc. Donc, ils y vont pas avec le dos de la cuillère, c'est assez violent et ils se prennent quand même quelques remarques sur le web en disant voilà, c'est le système de Tim Cook, c'est quand même pas mafieux, mais c'est quand même pas loin. Hein. Si tu veux être sur le système, sinon c'est Poum Poum, ou la tête de cheval dans le lit. Hein. Ça, c'est la prochaine étape, je suppose. Tim Cook est peut-être en train de préparer. C'est Epic qui avait lancé le combat contre Apple avec le jeu Fortnite. C'est uniquement en Hollande pour le moment, uniquement pour les développeurs hollandais? Alors, c'est ce qu'ils ont annoncé effectivement pour la boîte en l'occurrence, mais c'est les 27%, ce sera partout. Donc voilà, dès que tu vas essayer de faire payer quoi que ce soit en application, en dehors du système d'Apple, tu seras prié de passer à la caisse. Et ils vont après, ce sera adapté de pays en pays suivant les condamnations et les législations. Et aux États-Unis, le Congrès réfléchit quand même depuis un certain temps pour se dire que oui, il devrait y avoir autre chose que le store d'Apple sur les produits Apple, ce qui est vu comme une menace de la part d'Apple. Toute ingérence et toute réglementation qui va contre le système Apple nuit à Apple et donc est combattu bec et ongle par Apple. Ce qui est très amusant comme point de vue, parce que Apple est toujours
veut se donner une image du chevalier blanc vis-à-vis de tout ce qui est vie privée, vis-à-vis d'écologie, vis-à-vis de plein de trucs. Mais par contre, si on menace de quelques pourcents le marché Apple sort les griffes, alors qu'ils ne se posent pas la question de menacer eux-mêmes le marché d'autres sociétés, comme ils l'ont fait avec les cookies, et qui se disent « Ok, c'est pas grave, on écrase la publicité, on s'en fout. » Et c'est pas la première fois qu'ils le font. On écrase les paiements, on s'en fout parce qu'il y a que nous au niveau du paiement. Et là, je parle pas qu'au paiement au niveau des apps, mais aussi au niveau des applications qui veulent faire du paiement, type paiement NFC. C'est Apple ou Apple, quoi. Hein. Et donc... C'est un peu inquiétant parce que si on prend ça à la lettre, ça veut dire que tu achètes ton ticket de train dans une application sur iOS et la SNCF peut te demander, Apple peut leur demander 30% du ticket de train. David, ça t'inspire une réaction ? Oui, mais d'un côté, ils sont en train d'établir un précédent qui fait peur, mais d'un autre côté, ils veulent éviter qu'il y ait un précédent qui peut leur nuire. Parce qu'ici, on parle d'applications de dating, ce sont des applications qui sont téléchargeables gratuitement, donc c'est pas une application payante. Et derrière ça, il y a un abonnement pour le service de l'application de dating. Si ils laissent passer ça, ils ont peut-être peur que d'autres applications vont devenir gratuites et avoir un abonnement d'utilisation derrière en externe pour ne pas payer Apple. Et voilà. Bon, moi, je trouve que c'est absolument honteux ce qu'ils font, mais dans leur mentalité de vouloir garder leur pognon, voilà. Ils ne veulent pas laisser la moindre faille ouverte et le moindre précédent. C'est la mafia. C'est eux qui font la loi. Oui. Mais maintenant, d'un point de vue pur business, je mets à la place de Tim Cook. C'est comme ça dans ce genre de structure. Tu gagnes de l'argent avec un service. Tant que tu peux gagner de l'argent avec le service, tu dois le faire et tu dois te battre bec et ongles pour défendre ce service et ce revenu dans ta société. S'il ne le fait pas, ses actionnaires ne vont pas apprécier qu'il sacrifie un truc. Alors, c'est une mentalité assez old school, hein, mais c'est pas des gens qui sont très très jeunes non plus. Hein. Tim Cook n'est plus tout frais. Donc, s'ils vont à fond là-dedans, ils vont enlever un paquet d'apps de leur App Store. Je fais mes courses en grande surface sur une application iOS. Il y a une menace, quoi. Il y a une menace. La boîte qui amène des cartons avec un petit sourire dessus par Internet. Imagine, c'est 30% sur tout ce que tu achètes. Oui, mais sur ton téléphone. Là-dessus, c'est comme ils ont des trucs par secteur et puis pour certains, ils laissent passer. Si c'est vraiment c'est le retour du bâton, hein. Tu nous as attaqué en justice, tu nous as obligés, pas de problème, mais quelle que soit la manière, tu payeras. Et ils ont même insisté, hein, ils ont dit si tu le fais payer sur l'iPhone, évidemment tu dois payer les 27%, mais si tu le fais payer sur ton site et donc le gars ne passe même pas sur son iPhone pour le payer, pas de problème, tu nous dois toujours 27%, hein, parce que tu veux l'utiliser sur iOS. Donc c'est presque un droit de 27% sur tous les revenus de la société. Mais par contre, ils prennent pas de commission sur des produits qui sont vendus. Donc, Sébastien, tu parlais de faire tes courses, de faire tes courses. Ben oui, tu achètes de la nourriture. Apple là ne va pas prendre 27% sur tes courses de nourriture, ni si tu vas acheter ton ticket de train, je pense, ni si tu vas acheter de l'électroménager à livrer chez toi. Par contre, si c'est un abonnement pour un service informatique ou lié, ben là, ils vont pas te rater, quoi. Bientôt une taxe sur les transactions, sur les virements faits dans les applications de banking sur iOS. C'est nos limites. Mais voilà, ils défendront jusqu'à la dernière minute. Et là, d'un point de vue business, c'est compréhensible, même si d'un point de vue mentalité, aujourd'hui, c'est un peu difficile à défendre. À suivre et voir comment est-ce qu'ils vont étendre d'autres catégories, est-ce qu'ils en restent au dating app, que cette app-là ou d'autres, et dans d'autres pays. Vous allez garder un œil dessus, messieurs, nos chroniqueurs. Et tant qu'on paye, cette fois-ci c'est plus Apple, c'est Microsoft qu'on va payer pour les licences de Windows 11 qui va augmenter de prix, David. Oui, Windows 11 qui va augmenter de prix
entre guillemets. Voilà. Microsoft en a marre qu'il y ait des clés OEM. Donc OEM, c'est Original Equipment Manufacturer, donc les constructeurs d'ordinateurs qui reçoivent des licences, des clés de licence Windows en masse pour vendre avec des nouveaux ordinateurs. Une grande partie de ces clés-là sont entre guillemets détournées et revendues sur un marché parallèle, et on trouve ces clés-là sur des sites alternatifs entre 10 et 20 euros la clé de licence pour Windows 10 ou 11, selon que c'est une version Home ou une version Pro, alors que la version qu'on achète chez Microsoft coûte 100 à 150 euros la version Home et plutôt 250 euros pour la version Pro. Et donc Microsoft a envie de couper tout ça et sont en train de développer un système pour que les clés qui sont OEM ne soient plus autorisées, plus reconnues sur des ordinateurs dont le matériel ne correspond pas aux fabricants auxquels les clés ont été données. Que la clé soit attachée à une marque de fabricant de CPU, etc. Et si j'essaie d'installer une clé qui vient de Dell sur un HP, ça ne marchera pas. Voilà, par exemple, Microsoft va imposer à Dell, pour donner l'exemple, de mettre quelque chose dans leur BIOS ou de donner quelque chose qui permet d'identifier le matériel, la combinaison de matériel, et que la clé OEM qui est livrée avec l'ordinateur soit liée au matériel. Et donc, si cette clé OEM est revendue sur un site sur le côté, si on l'installe sur une machine qui correspond pas au matériel à ce qui est spécifié, ça sera refusé. Maintenant, si le système entre en vigueur, on n'a aucune idée si ça sera rétroactif ou pas, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui utilisent des clés qui ont été achetées moins cher. Parce que d'un côté, oui, quand on doit payer 10 ou 20 euros pour un Windows, ou qu'on doit payer 250 euros, par exemple, moi j'achète un laptop qui est livré avec un Windows Home, mais moi je veux le Windows Pro parce que moi j'ai envie d'avoir l'encryption, l'encryption, et pour avoir l'encryption du disque dur, on est obligé d'avoir la version Pro. Payer 250 euros pour une version officielle Microsoft alors qu'on peut avoir la clé pour 15-20 euros, qui est une vraie clé. Qui est une vraie clé, qui est acceptée. Ah oui, c'est une vraie clé qui est acceptée par Microsoft et que Microsoft accepte. Donc, voilà, n'hésite pas trop, quoi. Et si du jour au lendemain, toutes les clés qui ont été achetées depuis des années se retrouvent à ne plus fonctionner, les gens n'auront pas le choix que de débourser pour payer au prix fort la version de Microsoft. D'autant plus qu'il faut savoir que Microsoft, pas pour Windows, mais pour Office, avec des clés sur le côté, mettent parfois des messages pour dire vous êtes peut-être victime de contrefaçon, veuillez vérifier l'origine de vos clés. Et ils mettent même des messages en disant on vous fait une offre spéciale, vous avez 50% de ristourne si vous achetez une clé retail officielle. Mais évidemment, s'ils mettent en place ce système-là, il y aura plus de ristourne et donc il y aura plus le choix que de payer le prix fort. En même temps, acheter des clés, en Belgique peut-être pas trop, on les achète pas, on les télécharge directement, mais j'ai déjà été dans des pays d'Amérique du Sud et c'est probablement la même chose en Thaïlande où sur le trottoir, tu peux acheter des versions pseudo-officielles de à peu près tout ce que tu veux. On te donne des photocopies de clés et de machins et ça coûte $5 et t'achètes tes clés sur le trottoir. Mais ce sont des versions craquées, ça. Donc il y a une clé qui est dessus, mais il y a un programme de patch, et ça, de toute façon, ça va toujours exister. Moi, en tout cas, ici en Asie, qui était dans le passé le paradis de tout ce qui était copie, ça a fort changé, ça s'est fort assaini. Moi, je me souviens, il y a une quinzaine d'années à Hong Kong, qu'ils avaient mis tous les CD pirates dans la rue et qui avaient un rouleau compresseur qui passait dessus et ça avait été, c'était passé dans les news, etc. Ça s'est fort calmé. Et puis maintenant, oui. Les DVD et les CD, ça a un petit peu disparu. Maintenant, tout est digital.
Microsoft n'a pas une formule d'abonnement, on paye un prix fixe par mois, par an, et on a accès à 365, Windows, etc., sous forme de subscription, d'abonnement. Oui, sauf un abonnement. Oui, c'est ce qu'ils essayent de faire. Les versions, les dernières versions d'Office 2019 et 2021 sont très difficilement trouvables en retail, en licence simple. C'est limité en général pour les grandes entreprises, des clés des clés en volume license key, et des versions business bien spécifiques. Sinon, c'est les abonnements. Et ça, les abonnements, évidemment, ça c'est le Saint Graal pour les sociétés. Un revenu récurrent, évidemment, et pas un one-shot transaction. Toi, tu t'en fous, t'es sous Linux, oui, ça ne te touche pas. Total, mais le revenu récurrent, c'est le Saint Graal. Adobe était un des premiers à avoir quand même osé de complètement abandonner quasi les one-shots pour de la licence. C'est une boîte de software comme Microsoft, Adobe ou une autre, c'est une révolution assez incroyable parce que chaque année, ils sont obligés d'avoir jusqu'à ce modèle de licence. Il faut réfléchir là-dessus. Si les gars aujourd'hui font 1 million d'euros, bon, il faut beaucoup plus, hein, mais l'année suivante, ils doivent refaire 1 million d'euros, voire un tout petit peu plus, parce que on s'attend à une certaine croissance. Faut toujours payer les développeurs, faut toujours payer le staff. Il faut que les actionnaires soient contents parce qu'ils doivent faire un petit peu de bénéfices. Pour arriver à faire ce chiffre, ils sont obligés de vendre au moins autant de licences. Mais si tu sors pas de nouvelles versions, tu n'as pas de nouvelles licences payées. Donc, ils étaient sur des business qui étaient un petit peu one shot, et tous les 2-3 ans, ils ont beaucoup de revenus, et puis ça se tasse, et puis ils ont beaucoup de revenus, et puis ça se tasse. C'est très difficile à gérer pour une entreprise. Tandis que à partir du moment où tu fais des abonnements, tes revenus, ils sont stables, en croissance, tu convaincs quelques nouvelles personnes, mais tu sais que tu fais du rolling release éventuellement, mais tu n'as plus le même stress au niveau des équipes de vente que sur l'ancien modèle. Donc, d'un point de vue gestionnaire, je trouve que voilà, c'est nettement plus facile à gérer, et même si tes revenus sont inférieurs. Parce que Adobe, je pense qu'ils ont toujours continué à augmenter, mais ils ont augmenté le nombre de tools de manière assez incroyable. Mais le prix d'une licence pour un Photoshop à l'époque, et ce que tu payes en abonnement, il te faut 10 ans pour payer une ancienne licence. Donc, ils n'ont pas explosé le prix de ce genre d'abonnement. Mais ils ont diminué. Logiciel. Ils ont diminué le taux de piraterie parce qu'en fait, avec des abonnements qui sont à prix abordable par mois ou par année, beaucoup de gens qui utilisaient des versions pirates maintenant utilisent les abonnements parce que finalement, ils ne doivent pas, ils sortent un montant acceptable que de payer des licences. C'était des milliers d'euros, je pense, les licences. Une licence Adobe avant, c'était très 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 cher. C'était inabordable pour un non professionnel. Pour quelqu'un qui voulait avoir Photoshop chez lui. Donc maintenant, les particuliers peuvent se permettre d'avoir un abonnement. Et d'ailleurs, avec cette histoire de licence dans le passé, certaines sociétés étaient obligées de sortir une nouvelle version chaque année, même s'il n'y avait rien de vraiment nouveau. Tout ça pour justifier de vendre une licence de mise à jour. C'est pour ça qu'Apple ne vend plus ses OS, d'ailleurs. Ils sont donnés. Mais on paye le hardware, ils ont un mètre. Mais oui, c'est un vendeur de hardware, Apple, en premier, quoi. C'était pour faire le lien avec le sujet précédent. Vous voulez rajouter quelque chose ? Non. Alors on passe à la lettre R. R comme Raspberry, les petits ordinateurs pour apprendre, mais pas que, qui passent au processeur 64 bits. Ah non, les processeurs, ils y étaient déjà. Et c'est ce que je me disais aussi. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? L'OS l'était pas. L'OS passe en 64. Et le Raspbian, effectivement, et donc le Raspberry Pi 4, c'était effectivement un des premiers à monter un peu en mémoire. Jusque-là, on était toujours 1, 2, 4 gigas. Maintenant, on était sur des versions 8. Sauf que 8, c'est très bien, mais si tu as un OS 32 bits, c'est plus grand que 4. C'est plus grand que 4, c'est gênant, c'est possible, il y a des moyens, mais de toute façon,
le soft qui va tourner dessus ne pourra jamais monter au-dessus de 4 parce que c'est pas possible de l'adresser. Donc c'était attendu parce qu'il y a quand même déjà quelques temps maintenant le Pi 4 et il n'y avait pas de release officielle stable. Maintenant, c'est la première, c'est une énorme annonce de cette semaine et ça ne fait pas juste que permettre d'adresser toute la mémoire pour n'importe quel soft qui tournerait sur le Raspberry, mais c'est aussi ça a des impacts sur les performances qui sont colossaux vis-à-vis du Raspberry. Et donc il y a les gars de Phoronix, je sais pas si vous lisez de temps en temps ou vous qui nous écoutez ou nous regardez, l'image, je reviens bientôt, si vous connaissez Phoronix, mais c'est vraiment un forum d'un seul gars, mais c'est un passionné qui a fait une suite de testing pour les performances des benchmarks, qui est vraiment assez incroyable. Et le mec est vraiment un passionné de chez passionné. Et il a testé effectivement donc une version, le même Raspberry 3264, donc même processeur, même nombre de cœurs, et même RAM, etc. Et une était avec Raspbian en 32 et l'autre était en 64 bits. Les performances, c'est pas juste quelques petits gains, quelques petits pourcents. Il fait une moyenne, donc il fait toute une série de benchmarks, et puis après il fait une moyenne globale pour dire voilà, qu'est-ce qu'on y gagne. C'est simple, lui il dit en moyenne on gagne 48% de performance. Waouh. Donc c'est pas juste un tout petit peu plus vite, et quand vous allez voir sur le site, vous verrez vous avez le lien sur les technos. Les charts sont juste incroyables sur la différence de perf entre les deux versions. Donc même si effectivement vous avez une version qui n'a pas 8 Go de RAM, ça vaut la peine de passer sur cette version 64 si vous avez un processeur 64. Et donc faites-le, c'est vraiment ce sera un petit peu de boulot pour tout réinstaller, tout reconfigurer, mais c'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour les amateurs de bidouille et de Raspberry. Ça fait longtemps que j'ai plus touché à un Raspberry, j'en ai 2-3 dans une boîte derrière moi, des vieux modèles, mais Raspbian n'est pas c'est pas la seule distro pour les Raspberry ici. Non, il n'y avait aucune distro 64 bits, c'est vraiment les premiers à venir avec 64 bits. Enfin, ce qui m'étonne, c'est que le 64 bits OS en Linux, ça existe depuis plus que ça. Pourquoi il a fallu aussi longtemps pour amener Raspbian sur 64 bits? Enfin voilà, c'est une question rhétorique que je me pose. David, tu bidouilles aussi avec les Raspberry? Ou tu as bidouillé dans le passé? J'en ai, mais j'en ai un qui est utilisé pour un truc d'émulation de console, une image toute faite. J'en ai un autre qui est utilisé pour je sais plus quoi. J'en ai aussi ici 4-5 qui traînent dans une boîte. Je ne sais plus, je sais plus ce que j'ai fait avec. J'ai un peu regardé pour utiliser ça comme machine, mais bon, je trouvais ça trop lent. Maintenant, c'est vrai que passer en 64 bits, il y a 48% de performance en plus, ça peut être pas mal. Parce qu'en fait, un processeur 64 bits qui est utilisé avec un OS 32 bits, c'est un peu comme dire qu'on a une grue qui s'est soulevée une tonne, mais par contre la benne elle casse si on met plus que 500 kilos dedans. Mais maintenant on a mis une benne qui est capable de tenir aussi la tonne. Donc voilà, il va fonctionner un peu mieux. Sinon, pour répondre à ta question, pourquoi ça a pris du temps? Parce que c'est un processeur qui est ARM, qui est plus spécifique et qu'il fallait développer les drivers et tout ça. Il y avait déjà quelques mois une version qui était sortie, mais qui avait pas mal de soucis. Il y avait l'accélération graphique pour VLC qui marchait pas, donc on ne savait pas regarder une vidéo accélérée avec le processeur graphique, donc c'était impossible pour ça, c'était inutilisable. Il y avait tout un tas de soucis qui apparemment maintenant sont résolus et maintenant on a une version qui est finalisée. C'est un processeur ou c'est un SoC, System on Chips, qui inclut Bluetooth, Wi-Fi, tout ça dans la même puce, ce qui expliquerait le délai pour faire les drivers spécifiques d'ailleurs. Non, le Bluetooth et le Wi-Fi, c'est un chip séparé si je me trompe pas, mais je pense qu'il l'appelle quand même un SoC. Mais il est supporté officiellement sur le kernel Linux que depuis le 5.10, donc c'est pas
Pas de super vieux non plus, hein, ça glisse. Ça date des vacances, c'est ça, à peu près juillet-août l'année passée. Oui, quelque chose comme ça. Et donc, jusqu'à ça, si tu voulais le faire fonctionner, tu devais avoir un kernel que tu compilais toi-même ou qui était distribué par une distro qui avait un kernel spécifique pour le Raspberry. Maintenant qu'il est officiellement supporté sur le kernel, potentiellement tu pourrais installer n'importe quelle distro, mais après il faut-il que tu aies tous les drivers qui fonctionnent. Ça c'est encore un autre problème. C'est ça qui peut prendre du temps. T'es vite en train de regarder en même temps. C'est pas aussi facile que sur un x86 où là tu sais que voilà, c'est supporté depuis la nuit des temps. Éventuellement t'as quelques jeux d'instructions supplémentaires dont tu ne profites pas. Mais tu sais que la base elle fonctionne et que tes drivers c'est les mêmes parce que tu as du PCI et qu'il est là depuis que on est qu'on boit le premier biberon, tu vois, on n'est pas tout jeune. Hein. Plus de 20 ans, monsieur. Bien plus. Oui, il l'appelle bien un SoC, mais le Bluetooth, le Wi-Fi, tout ça sont pas intégrés dedans. Mais par contre, l'électronique qui permet d'être interfacée de manière efficace avec des ports Ethernet, Bluetooth, Wi-Fi, tout ça sont intégrés dedans. Donc c'est plutôt un processeur, mais ça s'appelle un SoC quand même. Ce qui explique pourquoi il a fallu du temps pour que le kernel s'adapte. Ouais, le contrôleur mémoire est intégré, alors que certains processeurs ont un contrôleur mémoire qui est externe. Mais bon, même les processeurs Intel modernes maintenant ont aussi une gestion mémoire intégrée, donc on pourrait aussi les appeler SoC. Donc, bataille sémantique. Ouais, c'est ça. Seb, tu voulais ajouter quelque chose ? Oui, il y a eu énormément d'améliorations au niveau de tout ce qui était graphique aussi. Donc apparemment, là, ça gagne énormément en performance. Et suivant, parce que la moyenne de Phoronix, lui, il fait une moyenne pondérée, tu arrives à 48%, mais tu as des tests qui crèvent le plafond, parce que c'est tout des trucs différents. Là, tu as le ETC pack et la configuration ETC2. Après, il faut aller lire ce qu'il en est exactement. Mais il passe d'un score de 3891 à 20 889. Donc, tu vois, tout n'est pas en rapport. Certains ont une évolution qui va de 0,9 à 1,0. Mais pour d'autres trucs, tu as des gains parfois qui sont ici x6, quoi. Donc, c'est les Raspberry 3 et les 4 qui sont avec des armes 64 bits et donc éligibles pour retourner cette nouvelle version de l'OS. Eh bien, c'était le dernier sujet, la dernière lettre de notre alphabet. On s'arrête à R aujourd'hui. R comme Raspberry pour clôturer. R comme retour, le retour du Raspberry. Oui, non, juste penser au retour, j'espère, de Marc. Et au retour de Marc, j'allais le dire, normalement à partir de la semaine prochaine, ce sera Benoît et Xavier qui seront les chroniqueurs la semaine prochaine pour l'épisode 341. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. C'était Les Technos avec David en Thaïlande, Seb, messieurs, merci. Rendez-vous la prochaine fois dans un prochain épisode de Techno. Et d'ici là, merci à toi. À très bientôt. Ciao. Salut.